Bonjour et bienvenue à la formation en finance de marché de Better Study. Ce premier module est dédié aux classes d'actifs traditionnelles. Quels que soient les marchés sur lesquels vous choisirez d'investir des capitaux, pour vous-même en tant qu'investisseur indépendant ou pour le compte de vos clients ou futurs clients en tant que gestionnaire de fortune, il est important que vous ayez une vue d'ensemble des classes d'actifs dans lesquelles il est possible d'investir. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. En tant qu'investisseur indépendant, vous allez certainement choisir une classe d'actifs dans laquelle vous allez vous spécialiser, par exemple en achetant des actions de sociétés cotées en bourse. Vous feriez alors un investissement direct. En revanche, il est possible d'investir de façon indirecte en souscrivant à des parts de fonds de placement par exemple. Parmi les fonds de placement, vous aurez potentiellement des classes d'actifs différentes qui peuvent inclure plusieurs actifs que nous allons voir dès à présent. Vous verrez qu'ils sont nombreux et qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de tout maîtriser seul l'ensemble des classes d'actifs, d'où l'intérêt de vous orienter vers celles les plus connues ou populaires et les moins complexes à appréhender ou gérer. De plus, pour investir dans certains actifs à haut risque, il est nécessaire d'être considéré comme étant un investisseur qualifié, c'est-à-dire qui possède une fortune mobilière significative et d'une compréhension des risques relatifs. Par ailleurs, la fortune mobilière, par opposition à la fortune immobilière, inclut les titres, par exemple les actions, les obligations, les fonds de placement, produits d'assurance. Revenons à notre module dont l'objectif est de vous apporter une compréhension de ce que sont les classes d'actifs traditionnelles sans nécessairement avoir à les traiter dans vos différentes activités d'investissement. Nous allons commencer dans le premier chapitre de ce module à vous donner une vue d'ensemble des classes d'actifs afin de mettre les actifs traditionnels dans leur bon contexte. Que sont les actifs traditionnels ? Il y a d'un côté les actions et de l'autre ce qu'on appelle fixed income, c'est-à-dire les produits à taux d'intérêt fixe, ou plus classiquement les obligations qui peuvent prendre différentes formes tout en étant des assets, des actifs classiques. Après les actifs traditionnels, il y a les actifs alternatifs. Là, la différence entre les sous-classes est assez surprenante. Il y a d'un côté les real assets, comme le nom l'indique, ce sont des assets réels, des actifs réels. Là-dedans, il y a tout ce qui est tangible, que l'on peut voir, voire toucher. D'un autre côté, il y a les hedge funds, qui sont une classe d'actifs assez large et surtout très diversifiée en termes de stratégie. Au même niveau, on trouve aussi le private equity, qui est le pendant du public equity, c'est-à-dire les actions telles que nous les avons vues dans le contexte d'actifs traditionnels, mais dans les actifs traditionnels, on parle d'actions qui sont cotées à la bourse et donc publiques. Dans le private equity, c'est privé, donc en aucun cas coté en bourse. Ceci dit, il peut s'agir d'actions qui ont été une fois cotées en bourse, mais qui ont été retirées dans le cadre d'un deal private equity. Aussi, au niveau premier, en termes de classe d'actifs alternatives, on trouve le private debt. Là, il s'agit encore d'obligations sous des formes très diverses, beaucoup plus variées encore que ce qu'on a sous les obligations dites traditionnelles. Parce que là, il s'agit d'entreprises qui ne sont, en soi, pas cotées et qui vont émettre des obligations qui seront distribuées à des investisseurs dans un cadre privé, donc non public. Un cadre qui est plus restreint, mais qui est plus attractif, parce qu'en général, les termes de ces obligations sont plus adaptés à des besoins particuliers de ces entreprises privées, donc les investisseurs sont intéressés par des éléments particuliers, non seulement en termes de rendement bien sûr, mais aussi en termes de participation au potentiel de l'entreprise. Donc il peut y avoir, derrière, un lien avec l'action même. Autre segment qui fait partie des alternatives, ce sont les produits structurés de la perspective américaine qui est très différente de la perspective européenne. Les produits structurés américains, ce sont par exemple les CDO, Collateralized Debt Obligations. Ce sont des obligations qui sont très structurées, donc très complexes. Elles ont gagné en exposition dans le cadre de la grande crise financière de 2008 parce que les CDO contenaient aussi ces structures liées au subprime qui ont fait un défaut majeur. Allons un peu plus dans le détail des real assets. Là, nous trouvons d'un côté, évidemment, ce qui est immobilier. L'immobilier, d'un point de vue du marché américain, c'est une classe d'actifs alternative alors qu'en Suisse, on considérera le real assets, le real estate, c'est-à-dire l'immobilier, comme une classe d'actifs traditionnelle. La surpondération que l'on peut trouver chez les institutionnels suisses
en termes d'immobilier est, d'un point de vue anglo-saxon, une surpondération en classe d'actifs alternatives. Faisant aussi partie des real assets, nous avons l'infrastructure. Là, il s'agit d'obligations en général, mais il peut aussi s'agir d'entreprises cotées. À ce moment-là, on a des infrastructures qui sont cotées. Du côté commodities, c'est-à-dire tout ce qui est matière première sous différentes formes, ça fait aussi partie des real assets parce qu'il s'agit d'actifs tangibles. Pour finir, nous avons les produits structurés d'un point de vue suisse. Là, nous avons les structures de base. D'un côté, les produits qui sont leverage, comme les options à long terme, c'est-à-dire les warrants, mais aussi des produits participatifs à un niveau plus ou moins proche de 1, c'est-à-dire en particulier les trackers. Autre segment de produits structurés, on retrouve les Yield Enhancing Products. Il s'agit de produits d'optimisation. Là-dedans, vous allez retrouver, en particulier, les Reverse Convertible qui ont une exposition telle que vous avez des coupons surélevés, mais à terme, soit vous retrouvez les 100% que vous aviez investis au début, soit vous avez une exposition en actions ou en indices d'actions quand celles-ci ont perdu de la valeur. En d'autres termes, vous êtes exposé. Long set underline. Dernière sous-catégorie des produits structurés sur la perspective suisse, c'est le capital protection. Dans ce cadre-là, vous avez un investissement qui, d'un point de vue risque de marché, est protégé, au moins à un certain niveau. Il peut s'agir d'une protection à 100%, d'une protection à 95%. Si c'est à 95%, vous recevrez à terme au moins 95% du montant investi à l'origine, donc une perte maximale, sans tenir compte des coûts, qui est de 5%. Qui dit protection du capital d'un point de vue risque de marché, dit aussi une participation typiquement à la hausse qui est nettement plus faible. En finance, il n'y a pas de free lunch. Si vous avez une opportunité, vous allez payer pour profiter du potentiel de cette opportunité. Si vous prenez des risques, vous allez être rémunéré pour ces risques. Ce sera un sujet que nous prévoyons de développer dans un module dédié aux produits dérivés.